Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Faut-il détruire la finance? C'est la question un peu provoque que pose mon invité. Ancienne banquière, elle a travaillé pour la banque franco-belge Dexia, dont le sauvetage au début des années 2010 a coûté des dizaines de milliards d'euros aux contribuables belges, français et luxembourgeois. Aujourd'hui, Aline Farès milite contre les dérives du système financier mondial. Elle vient de publier une bande dessinée au Seuil avec Jérémy Van Hout intitulée « La machine à détruire. Pourquoi faut-il en finir avec la finance ?» Bonjour Aline Farès. Bonjour. Donc vous étiez dans cette banque, la fameuse banque Dexia, en 2008, lorsqu'elle a failli faire faillite. Oui. Elle a été sauvée par des fonds publics. C'est là que vous prenez conscience, en 2011, des dégâts de la finance ? Une prise de conscience, ça prend un petit peu de temps, mais effectivement, là, ça a été le choc un peu ultime qui déclenche l'envie de partir, finalement, quand on réalise que ce à quoi on contribue conduit à des sauvetages avec de l'argent public sans que la vie de la population ne soit demandée et en faisant payer le coût ensuite à la population. Et dans la bande dessinée, ça commence où vous êtes, malgré les difficultés de la banque, on est vraiment en pleine difficulté, vous êtes à Monaco où la banque fait un raout pour essayer de récupérer des clients fortunés. Oui, ça faisait à peine quelques jours que les sauvetages avaient été annoncés. Et en gros, c'était la banque continuait ses affaires comme avant avec cette inauguration d'une filiale de banque privée à Monaco. Donc oui, ça a été vraiment... c'était honteux, quoi, on peut le dire. Malgré un nouveau directeur. Le nouveau directeur est arrivé juste après. Voilà, mais vous vous entendez pas avec lui. Quand vous lui proposez un changement de stratégie vers le développement durable, il comprend pas votre langage. Ouais, bon, c'était dans un moment de rencontre avec l'ensemble du personnel. Donc, faut imaginer un grand amphithéâtre, le grand patron qui est nouvellement arrivé sur la scène, qui fait tout son speech, et moi qui pose naïvement une question sur l'orientation vers le développement durable de la banque Dexia pour sortir de la situation terrible dans laquelle elle se trouve. Et bon, là, effectivement, visiblement, c'était risible. Voilà, et vous décidez de partir. Oui, ce qui m'a pris encore un peu de temps. Ouais, ce que vous dites, vous tombez enceinte. Oui, c'est ce qu'on raconte dans la bande dessinée. Voilà. Je tombe enceinte, ça me permet de prendre du recul, d'être absente pendant quelques mois. À l'issue de quoi, je décide que ça y est, c'est terminé, il faut que je parte. Surtout que... C'est plus en phase avec vos valeurs. Ça devient insupportable, en fait, de donner son énergie à quelque chose en quoi on ne croit pas, dont on a la certitude que ça fait du mal à la société et à tout un tas de choses et de gens et de façons de vivre collectivement. Et pendant cette période de congé maternité, c'est là aussi que je trouve une voie de sortie. Voilà. Et c'est quand même important de le mentionner. C'est qu'auparavant, je ne voyais pas trop vers où aller. Et là, je trouve une voie de sortie. Alors d'abord, vous militez dans des associations de manière parfaitement sans salaire. Et puis après, vous trouvez Finance Watch, qui est une ONG qui n'est pas fondée par la Commission, mais qui est nourrie par les finances de la Commission européenne. Et vous y croyez, vous y restez 4 ans. Et cette ONG a pour objectif de changer les règles. C'est ça. Donc en gros, je sors de Dexia en me disant on ne peut pas changer les choses de l'intérieur. Donc pourquoi pas changer le cadre. Et donc Finance Watch, c'est une association qui existe toujours, qui est très active à Bruxelles. Et qui agit comme un lobby citoyen, en quelque sorte. Donc, en gros, c'est défendre l'intérêt général, les intérêts de la population face au lobby financier en matière de réglementation financière, c'est-à-dire les règles qui sont imposées aux banques et à tous les acteurs financiers. L'idée, c'est qu'il faut plus de règles. Après 2008, la crise mondiale. En tout cas, des meilleures règles. Parce que plus de règles, ça, ils en ont fait beaucoup plus de règles. C'est-à-dire du papier, des règles, des lois compliquées. Il y en a eu beaucoup, de plus en plus compliquées. Mais en fait, ce n'est pas des bonnes règles, puisque en réalité, elles n'ont pas permis de changer le cadre d'exercice des activités bancaires et financières de manière suffisante. C'est votre grande déception. 4 ans à Finance Watch sans résultat plausible à vos yeux. Disons que c'est pas suffisant et qu'il m'a semblé que ce qui manquait à cet endroit-là, c'est de sortir du discours technique, d'être plutôt dans un discours politique, puisque tous ces sujets bancaires et financiers sont éminemment politiques. Et pour ça, il faut des mouvements derrière qui mettent la pression
sur les politiques, sur les élus, mais aussi sur des associations qui défendent l'intérêt général en matière de réglementation. Dans votre BD, quand même, on comprend que vous travaillez avec toute une équipe à Finance Watch à une réglementation plus encadrante et que cette réglementation, votre travail accouche d'une souris. Ça a été... Ce qu'on raconte dans la bande dessinée, c'est une réglementation en particulier, qui est seulement une parmi tant d'autres, mais qui était importante et emblématique, qui était celle qui visait à séparer les activités des banques. C'est-à-dire dire, d'un côté, on a les banques commerciales, celles que nous utilisons tous les jours, et de l'autre côté, les banques d'affaires qui vont sur les marchés financiers. Pour la faire très schématique. Ce qui avait été la règle après la crise de 1929. C'est ça. Et donc, vite fait, quoi. Ouais. Et en gros, on travaille pendant des années là-dessus et on se heurte à un lobby très puissant. On se heurte à des discours dominants qu'il n'est pas possible de contrer avec des preuves, des explications, etc. Il y a vraiment de l'idéologie très forte, beaucoup de croyances, en fait. Beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyances dans ce monde qui fabrique les lois et qui est très largement dominé par ceux qui sont censés être régulés, c'est-à-dire en l'occurrence les banques et les sociétés financières. Donc vous êtes découragé, vous quittez Finance Watch et qu'est-ce que vous décidez de faire? Des conférences gesticulées. Donc, alors, de manière générale, je décide de m'impliquer dans les mouvements sociaux et de transmettre ce que j'ai appris, en gros, faire quelque chose de ces 15 ans, quasi 14 ans d'expérience pour nourrir, en fait, les mouvements sociaux. Donc, la conférence gesticulée fait partie de ce travail-là. C'est un outil d'éducation populaire qui part d'une expérience personnelle et à travers laquelle on raconte une expérience personnelle et on la mêle, donc on appelle savoir chaud, et on la mêle avec ce qu'on appelle des savoirs froids, qui sont plutôt les savoirs qu'on apprend dans les bouquins et à l'école. Donc en gros, c'est ça, c'est raconter à travers mon parcours comment fonctionnent les banques, comment fonctionne ce système financier et qu'est-ce qui ne va pas en fait. Et quels sont peut-être les outils qu'on a et les leviers qu'on a. Justement, quels sont ces outils et ces leviers? Ça n'a pas fonctionné 4 ans à Finance Watch. Comment on peut mieux réguler ce monde financier? En fait, on prend les choses un peu à l'envers dans la bande dessinée « La machine à détruire ». Ce qu'on propose, c'est à partir d'une démonstration que en fait, la finance est un peu partout, que la financiarisation, ce gros mot qui veut dire que beaucoup de choses passent à la moulinette financière, cette financiarisation avance dans des pans entiers de la société, que ce soit le logement, l'alimentation, la santé, etc. Et donc en fait, on en sent les effets partout. On est très loin des représentations où il y a la finance là-haut, là, dans ces tours de verre avec ces courbes de croissance et ces chiffres et ces graphiques et ces traders. Ce qu'on montre par le dessin de Jérémy Van Hout notamment, c'est que tout ça est éminemment connecté à nos existences au quotidien. Et donc, si ça a un impact sur notre quotidien, ça veut dire que depuis notre quotidien, depuis ce qui nous importe, on a des leviers pour réagir et pour défaire en fait les effets de la finance. Mais ça suppose des propositions qui sont assez radicales, qui disent en gros, si on veut définanciariser, il faut reprendre des terrains, il faut reprendre des bâtiments, il faut reprendre des appareils de production, il faut annuler des dettes. Et c'est tout ça qu'on a mis sous le terme et la proposition de détruire du capital. En gros, faire en sorte que l'emprise de ce système financier sur nos existences diminue en refaisant des espaces communs. Concrètement, par exemple, ça passe par les SCOP, ça passe par un actionnariat collectif des entreprises, par les salariés. Ça passe par quoi concrètement? Je vais prendre un exemple qui est assez contemporain de ce qu'on entend là ces jours-ci, en tout cas en ce moment dans l'actualité européenne. C'est le sujet de la dette. Oui. On parle beaucoup de l'endettement des pays d'Europe, mais aussi de l'endettement des pays des Suds. En fait, par qui est détenue cette dette? Elle est détenue par des investisseurs qui prêtent à des États. Ils leur prêtent, mais à travers des produits financiers, c'est-à-dire qu'ils achètent un produit financier à une certaine valeur, ils attendent un intérêt qui va leur être payé par les États. Et puis, s'ils ne veulent plus de ce titre, ils le revendent à quelqu'un d'autre. Dans le marché secondaire. Voilà. Et donc, ils le revendent à quelqu'un d'autre. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est cette dette, elle pèse énormément sur les États, elle pèse sur les finances publiques.
elles imposent aussi des choix qui sont terribles pour les populations. Des coupes dans les budgets de l'éducation, les budgets de la santé, etc. Il y a des choses qu'on a déjà vues se produire et qu'on peut reproduire, c'est des annulations de dettes. C'est dire, en fait, là, ça va pas. Par exemple, les sauvetages qui ont coûté des milliards des banques dans les années 2008-2011, ça, est-ce que c'est des endettements légitimes ? Est-ce que c'est normal que les populations doivent payer ça ? A priori, non. En tout cas, c'est une décision politique qui passerait par le plus haut, c'est-à-dire par un parlement. Qui passerait par de la pression populaire. Mais pour prendre un autre exemple, vous mentionniez les scopes, très rapidement. Quand on travaille dans une entreprise qui est cotée sur les marchés financiers, une grosse partie de la valeur produite par les travailleurs et travailleuses est captée sous forme de dividendes, est captée sous forme de plus-value par les actionnaires et ceux qui prêtent à l'entreprise. Quand, par contre, on a des travailleurs, travailleuses qui reprennent l'appareil de production, qui en font, par exemple, une scope, ils peuvent décider de remettre la valeur du produit de leur travail dans l'usine, dans l'appareil de production, plutôt que de se le faire capturer. Et donc, on donne plusieurs exemples comme ça dans la bande dessinée. Merci beaucoup, Aline Farès, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France 24, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.